La transmission dans des métiers comme le mien, c'est la base de tout. J'ai souvenir d'avoir accompagné mon père gamin dans le champ, en train de choisir des bêtes avec l'éleveur. Cette relation avec l'éleveur qui est très particulière, que j'adore à l'heure actuelle, mais à cette époque-là, je ne le comprenais pas. Moi, je pense qu'on n'est pas riche que d'argent et qu'il faut savoir prendre du plaisir là où on peut. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui porte bien son nom, puisqu'il s'agit de Romain Leboeuf, qui a été élu meilleur ouvrier de France en boucherie. Bienvenue Romain. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux, pour démarrer notre interview rapidement, te présenter en une petite minute? Bien sûr. En fait, c'est très simple. Effectivement, je m'appelle Romain Leboeuf. C'est pas un nom d'emprunt. Je m'appelle vraiment Leboeuf. Puis je suis pas le seul pour le coup parce que en fait, je suis issu d'une famille de bouchers. Donc mon père est boucher, bien sûr, en retraite maintenant. Mais il a formé aussi mes deux frères qui sont bouchers. Donc je suis issu d'une Ah oui. famille de bouchers, originaire famille. du... Ouais, vraiment histoire de famille pour le coup. Puisqu'à un moment, tout le monde travaillait ensemble aussi d'ailleurs. Et je suis originaire du Berry, plein centre de la France, à côté de Bourges, en D'accord. fait. Et mon père avait notamment une boucherie à Bourges que mon frère a continué à apprendre. Et moi, j'ai fait mes premières armes avec mon frère aîné, puisque j'ai 20 ans d'écart avec mes frères. C'est le dernier ou... Moi, je suis le tout dernier. D'accord. Exactement. Alors, je trouve que c'est sympa parce qu'en fait, tu peux bénéficier de l'expérience des autres. Donc, tu gagnes Ça. quand même beaucoup de temps. Voilà. Donc, effectivement, artisan boucher depuis maintenant... je ne vais pas compter parce que ça me fait mal, mais ça fait peut-être déjà 20 ans que je suis artisan. Et puis, j'ai un cursus relativement classique parce que j'ai démarré mon apprentissage à 16 ans. Aux côtés de mon frère aîné, avec un CAP tout simplement classique comme ça peut se faire dans l'artisanat. J'ai continué sur un brevet professionnel après, donc qui est le niveau supérieur, mais que j'ai fait de manière autodidacte, puisque pour le coup, j'avais plus de contrat de l'alternance, donc volontairement, j'avais un statut d'indépendant. J'avais juste les cours le soir, mais ça me permettait de pouvoir faire différents patrons, et j'ai D'accord. fait différents patrons un peu partout en France, notamment à Paris. Puis après mon BP, écoute, je suis retourné travailler avec mon frère aîné, avec mon deuxième frère aussi, qui lui, à ce moment-là, faisait des marchés et a créé son entreprise. Donc ça m'a enrichi un petit peu d'expérience. Et puis sur le plan des concours, pendant que j'ai passé mon CAP, j'ai participé au concours du MAF, du meilleur apprenti de France, que j'ai gagné en 2006. Faut pas trop dire, faut pas compter les dates en fait, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà, Non, et puis notamment le championnat d'Europe après, un petit peu plus tard. Donc j'étais champion d'Europe en Hollande en 2009. c'est Voilà. ça. C'est ce que j'avais noté, c'est bien. C'est ça. Bon, la boucherie, ça peut impressionner au début. Toi, on t'a mis dedans à quel âge alors que t'es le dernier de la fratrie, mais En fait, on m'a mis dedans en dose homéopathique, j'ai envie de te dire. Parce qu'en fait, pour faire simple, moi, j'ai grandi au-dessus de la boucherie. Donc, pour rentrer dans l'appartement qu'on avait au-dessus de la boucherie à Bourges, tu passais dans la boucherie, tu passais au milieu des clients, tu faisais le tour du comptoir et... tu voyais tes frères, ton Donc, père découper les viandes. Exactement. Ce qui m'a toujours marqué, c'est que j'ai toujours souvenir de mon père avec beaucoup de minutie, de technicité dans les morceaux, le respect du morceau, du gestuel. Ça, je l'ai toujours vu. Donc, je pense que ça, indirectement, ça te formate quand même. Il faut être très honnête. Mais par contre, les premiers coups de couteau, je les ai faits. J'étais enfant, très clairement. On démarrait sur des choses très basiques où tu coupais des lanières pour les steaks hachés, des choses comme ça. Tu manipulais un petit peu de viande à côté de ton père. Pourquoi ? Parce que mon père passait beaucoup de temps au travail. Et que si tu veux le voir, il faut que tu bosses avec lui parce qu'il attaque très tôt le matin et il finit très tard le soir. Donc ça s'est fait tout doucement. Et puis après, tu passes à éventuellement éplucher un petit morceau. Donc l'épluchage est une technique plus complexe. Puis après, il y a un moment où tu te dis, tiens, tu essayes un peu de ficelage parce que c'est aussi hyper technique. C'est des choses très simples, hein. Mais ça se fait comme ça. Et puis tu le fais comme si c'était complètement naturel, en fait, pour le coup. Ouais, je comprends. Ouais. T'as pas conscience que c'est un métier, d'ailleurs, parce que ton père le fait, tu le fais avec lui, tu passes un bon moment. Ça devient un peu un hobby. Oui, que c'est tu ça. fais, Tu passes un bon moment avec ton père, tac, tu vas couper un peu de viande, tu fais un roast beef. Et j'ai toujours vu mon père très patient, parce qu'en fait, la transmission dans des métiers comme le mien, c'est la base de tout. Et donc, mon père, je veux pas dire mon père est pas rustre, mais mon père est boucher d'une certaine époque, tu vois. Mais quand il t'explique, il était toujours très pesé, très calme, très mesuré. Il prenait le temps. Si tu faisais une erreur, c'est pas grave. Fallait que tu comprennes. C'était hyper agréable. Et puis, je profitais aussi de ça le dimanche quand lui achetait des bêtes, où moi, je pouvais l'accompagner. Et je trouve que c'était sympa parce que je voyais mon père dans un autre cadre. Alors, c'est toujours de la boucherie, mais je ne m'en rendais pas compte. Mais j'ai souvenir d'avoir accompagné mon père gamin dans le champ, en train de choisir des bêtes avec l'éleveur. Oui. Cette relation avec l'éleveur qui est très particulière, que j'adore à l'heure actuelle, mais à cette époque-là, je ne le comprenais pas. Bien sûr. Et puis le choix des bêtes, la discussion commerciale qui a toujours lieu, mais qui est
de bonne entente, en fait, en réalité. Puis après, on allait boire un canon. Donc, c'était rigolo. Moi, on mettait des mini-verres. Voilà. Donc tu prenais une espèce de mousseux, souvent tiède. Pas très bon, faut être honnête. Mais en fait, on passait un C'était bon le côté moment. convivial. Voilà, exactement. Et ça, c'est quand j'en étais gamin. Mais par contre, j'ai toujours vu mon père également un petit peu dans le dur, parce que c'est un métier qui est encore plus à cette époque-là, qui est physiquement engageant. Donc j'avais toujours conscience que c'était pas un métier hyper, j'allais dire détente, c'est pas le terme, parce que c'est un super métier où on prend beaucoup de plaisir, mais ça demande de l'engagement quand De même. l'investissement. Et alors justement, pour toi, être boucher, c'est plus qu'un simple métier. Oui. Quel sens tu donnes à ce métier? Alors ça a été très compliqué quand j'ai choisi de faire ce métier d'ailleurs, parce qu'en fait, pour le coup, comme j'ai grandi dans une boucherie, pour moi, il n'y a pas de... J'ai jamais fait une notion de privé, perso, pro. Pour moi, tout est mélangé. Et quand j'ai choisi d'être artisan boucher, eh bien pour le coup, il a fallu savoir si j'aimais le métier ou si c'était parce que je l'avais toujours vu. Tu vois, qu'est-ce qui me fait aimer ce métier? Ce qui me fait aimer ce métier, c'est qu'on peut... moi, ma vie tourne autour de mon métier, mais c'est pas du tout un problème. Au contraire, je fais beaucoup de choses autour de ma boucherie, mais qui ont toujours un lien avec la boucherie. C'est-à-dire que j'adore mes gars avec qui je travaille. Quand on se fait un resto, on se fait souvent un resto tous ensemble. Quand je me cale un week-end, c'est pour redescendre chez mes parents pour acheter des bêtes. J'ai une deuxième passion qui est la moto. Mais quand je fais une course de moto, je la fais chez moi. Comme ça, j'en profite pour acheter des bêtes aussi. C'est un cadre qui peut paraître lourd, mais parce qu'à l'heure actuelle, le métier, on l'a vulgarisé, en fait. On va au boulot, en fait. C'est chiant, ça emmerde tout le monde, et c'est qu'une source de revenus. Moi, je pense qu'on n'est pas riche que d'argent, et qu'il faut savoir prendre du plaisir là où on peut. Et quand c'est ton cas, dans ton métier, en réalité, c'est un ensemble. Donc moi, j'ai pas de pro, ni de perso, ni de privé, ni de... Voilà, mes gars, le midi, on casse la croûte à la maison, c'est moi qui fais le repas. Ils viennent manger à la maison. Quand on se fait un week-end, là, on va avoir quelques vacances. Notre premier week-end de vacances, on le passe tous ensemble. On va se faire un week-end canoë. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, c'est sympa. Ouais. Bon, les casse-croûtes sont sympas aussi. Hein. Oui, je me doute bien que ce genre de week-end avec cette équipe, ça doit... Oui, ça doit bien manger. Non, ça va bien. Ouais. Alors après, j'imagine, il y a des moments marquants dans une carrière, notamment la tienne. Ça a sûrement été le cas quand tu as été élu meilleur ouvrier de France. Quel impact ça a eu, professionnellement parlant, et puis peut-être humainement aussi? En fait, c'est assez particulier parce que avant d'être MOF, j'ai été MAF. Quand j'ai été MAF, j'ai vu que ça rend fier ton maître d'apprentissage, qui est en l'occurrence mon frère. Donc c'est cool. Mais à ce moment-là, tu es le bras armé de ton maître d'apprentissage. Donc c'est pas ton travail. Le championnat d'Europe, c'était déjà plus mon engagement et c'était mon engagement personnel. C'est une vraie satisfaction. Le MOF, c'était différent parce que en fait, j'ai passé le concours du meilleur ouvrier de France parce que j'étais déjà installé, parce que je suis monté à Paris, j'avais 23 ans pour m'installer, donc ce qui est relativement jeune, et j'avais très peu d'argent. Et le peu que j'avais, je l'ai mis dans la boutique. Donc, tu fais des mois un petit peu compliqués, des fins de mois plutôt compliquées, parce que tu sais que tous les mois, il faut que tu donnes 10 000 balles à la banque. Donc, tu as une espèce de pression qui est là. Et en fait, tu t'appauvris très, très vite, alors que tu penses que quand tu t'installes, tu vas, au contraire, pouvoir t'enrichir. Et en fait, quand tu t'installes, tu deviens le donneur d'ordre, entre guillemets. Donc, tu t'enrichis plus. Alors, quand tu es salarié, tu as des autres collègues, etc. Quand tu es chef d'entreprise, c'est toi qui donnes les ordres. Alors, ordre, façon de parler, hein. Mais à tes gars, et tu t'appauvris un peu. Et en fait, je me suis inscrit au concours du MOF pour me forcer à me remettre en question et à progresser, parce que je me rendais compte que j'étais en train de végéter. Et pour le coup, d'être MOF m'a fait évidemment plaisir, mais moi, ça m'a créé un sentiment assez particulier. J'ai fait une bonne déprime après. Ah oui. Je peux pas dire que j'en étais... Alors, c'est con, parce que donc, j'ai été MOF, je devais avoir 25 ans, hein. Oui, donc plutôt jeune aussi. Plutôt jeune. Et justement, tu peux pas dire que ça va pas. Tu viens d'être MOF. Tu peux pas te plaindre. C'est la consécration pour quasiment tout le monde. Sauf que pour le coup, moi, je me souviens très bien que le soir où j'ai appris que j'étais MOF, le concours à mon époque durait 2 jours, donc dimanche et lundi. Le lundi soir, j'apprends que je suis MOF. C'est super. Je me souviens que tous les gars remballaient la viande, ceux qui passaient pas d'ailleurs, et que je m'étais dit que je partirais le dernier pour aider tous ceux qui passaient pas, parce qu'il y a des mecs qui venaient de Bretagne, du Nord, du Sud, c'était vraiment chiant. Et puis tu vois les gamins, les femmes des autres qui pleurent, c'est pas cool. Et donc tu les aides à ranger, tu ranges ta viande, tu retournes à ta boucherie, il est minuit, 1h du matin. Et après, je me suis dit, putain, maintenant je suis MOF. Waouh, je vais faire quoi. Et moi, ça m'a mis un coup, mais au moral, mais mortel, quoi.
Ça m'a séché. Donc, je peux même pas dire que j'en étais content, malheureusement. Je peux le dire maintenant parce que j'ai du recul. À cette époque-là, je l'avouais pas. Mais sur le coup, effectivement, ça a été un peu Ouais, moi, ça m'a mis l'atteinte un déçue. coup au moral, mais mortel, parce que je me suis dit, mais demain, je redémarre, mais je redémarre comme avant, en fait. Sonia avait eu un peu la même Ouais. sensation de dire que, en fait, le titre de meilleur ouvrier de France, c'est un objectif qui est très difficile à atteindre. Ça Mm. demande énormément, énormément de travail. Ce qui fait que quand on l'atteint, on Ouais. n'a plus de nouvel objectif, entre guillemets, et du coup, effectivement, ça fait une sorte de down Ah, mais assez fracassant. c'est dingue. Alors, pour le coup, moi, je me souviens de ma compagne de l'époque qui m'avait accompagné pour le MOF, qui est quelqu'un qui est extraordinaire. Et en plus, pour le coup, quand tu prépares le concours, t'es pas hyper sympa, hein. Donc, je lui dois beaucoup. Et elle m'avait dit, mais t'es mof ou t'es pas mof, on se casse, on prend des vacances. Je lui ai dit, si tu veux, moi, je m'en fous, hein. Et en fait, finalement, elle m'a pas fait partir à Marrakech. Elle me dit, de toute façon, à Marrakech, il n'y a rien à faire, tu vas être obligé de te reposer. Et tu repartiras sur les bonnes bases. Et en fait, j'arrivais tellement pas à dormir que je me suis démerdé en pleine nuit pour choper des taxis pour aller voir les abattoirs de Marrakech. Donc, je peux vous dire qu'il y a 2 abattoirs à Marrakech, un grand et un plus petit. Et parce que j'étais focus, je voulais en continuer à apprendre, voir, Mmh. etc. Ce qui est le but de la vie, hein, et le but du meilleur ouvrier de France. Tu dois évoluer pour avoir le titre, mais tu dois évoluer après. Mais ça s'apprend, il faut du temps pour ça. Et en fait, pour que je raccroche un peu les wagons, après ce post-MOF, ça a été de lâcher un petit peu la partie vente de la boutique et me reconsacrer qu'au travail de viande, reprendre plaisir à des choses très simples, retourner voir mes éleveurs, prendre le temps de discuter avec eux, prendre plaisir à travailler la bête qu'ils ont sélectionnée, qu'ils ont engraissée pour moi faire des belles pièces. Et tu raccroches les wagons comme ça, mais c'est un peu compliqué, c'est très long. Et puis après, bah, tu croises toujours des gens qui te marquent, y compris dans tes gars. Et en fait, je me suis rendu compte que la transmission est géniale. Alors de base, j'ai toujours aimé la transmission, Mmh. j'ai toujours aimé apprendre et j'ai toujours aimé transmettre. Justement, on va passer sur cette partie transmission. Avant, là, tu parlais des éleveurs. Hmm. J'imagine que toi, tu vas à la rencontre Ouais. de différents producteurs. Comment est-ce que tu sources tes producteurs et c'est quoi tes critères un peu pour te dire, ah bah, ok, j'ai envie de travailler avec lui? C'est l'humain avant tout. Pour moi, il n'y a que ça qui compte presque. Parce qu'en fait, quand tu as une relation humaine particulière, ça débouche forcément sur un bon produit. Quand tu discutes avec un gars qui est passionné, donc déjà c'est passionnant. Donc, Hmm. moi, avec mes éleveurs, j'arrive le matin, je repars le soir. La journée, on a la fête ensemble, ils sont contents de me voir, je suis content de les voir. On discute comme si, de tout, de rien Vous d'ailleurs. buvez quelques coups Et on boit un canon. Mais on boit un canon à la fin. Oui. après qu'on ait acheté les bêtes, parce que sinon la discussion, on s'en Oui, je sortirait me pas. doute. Mais c'est l'humain avant tout, c'est des gens qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font, avec lesquels je partage les mêmes valeurs. Par exemple, la plus belle des bêtes à un gars que je peux pas saquer, ou qui parle mal à ses gars, Hmm. je ne pourrais pas lui acheter. Ok. C'est pas possible. Pour moi, il faut qu'il y ait une synergie qui soit là et que je m'entende bien avec les gars. Il y a un producteur justement qui t'a un peu Ah oui. marqué en particulier. Il y en a un que Oui. tu as en tête, Oh, bah, à qui il y a eu j'ai une anecdote, un lien. j'ai Thierry Lamourou, D'accord. qui est mon éleveur de bœuf. Il me fournit quasiment tout en bœuf. Et on a une relation assez particulière parce que je suis le seul boucher qu'il sert. Sinon, il envoie ses viandes directement, souvent en abattoir, et c'est l'abattoir qui s'occupe de la commercialisation. Mais moi, je continue à acheter en vif. Et son père, à Thierry, a vendu des bêtes à mon père. D'accord. C'est quelqu'un qui est chez moi, qui est dans le Berry. Et Thierry, c'est un gars plus sain, agréable et authentique que ça. Je pense que ça n'existe pas. Ah oui, ok. Effectivement, il va y avoir toujours une discussion commerciale à un moment ou un autre, mais j'ai envie de vous dire. Il est tellement sain que, bah oui, il y a des coûts de production. Moi, je veux qu'il me fasse de la bonne viande. Donc, le coût, c'est pas un sujet. Lui, il faut qu'il gagne sa vie dessus, ce qui est normal. Il est cohérent parce qu'il sait très bien que s'il met des coups de tampon, moi, je vais changer mes prix et après, tu es complètement déconnant. Oui. Déjà, je suis cher. Pourquoi je suis cher? Parce que prendre le temps de faire de la viande, ça coûte de l'argent. Donc, on prend le temps d'élever les bêtes sont élevées que à l'herbe, il n'y a pas d'antibiotiques. Ah, Thierry, c'est un mec toutes les bêtes, lui, il passe dans les mains, il va les voir. C'est lui qui les emmène à l'abattoir. C'est moi qui choisis le jour d'abattage et je suis assez intransigeant sur et le jour, les conditions d'abattage, mais c'est Thierry qui les emmène, une par une. Ah, Oui, non, c'est des choses qui sont qui sont sûrement de moins en moins. Très honnêtement, ça se fait de moins en moins. Et ça a un coût que je comprends complètement. Et ça fait aussi partie de ce qui fait que j'aime ce métier. Oui, forcément, ça se répercute sur le produit fini, mais c'est tout à fait normal en Mais fait. c'est logique. C'est- Et je ne pourrais pas le faire autrement parce que je n'y prendrais pas de plaisir. Vendre pour vendre ne m'intéresse pas. J'aime mon métier, mais j'aime mon métier comme je le fais.
Si c'est pour le faire différemment, je Ça n'a ferais pas de très sens. probablement un autre métier, peut-être moins contraignant, je sais pas. Ouais, Mais non, mais j'aime je mon comprends. métier, mais j'aime quand il est bien fait. Et justement, tu parles de contraintes. Comment ça se passe une journée chez un boucher? J'imagine que ça doit être assez fatigant, hein. C'est des journées qui peuvent être un petit peu contraignantes, effectivement, alors qu'ils le sont quand même de moins en moins. Moi qui peux bénéficier un peu de l'expérience de mon père, quand j'entends mon père parler de sa jeune époque, les journées, c'était des journées à rallonge, Mmh. avec des patrons qui n'étaient pas toujours hyper agréables, et en plus, ils étaient payés à coups de pompe dans le cul. Donc concrètement, Ouais. ça marche, c'est pas très, voilà, pas très engageant. À l'heure actuelle, on a fait beaucoup d'efforts sur les conditions de travail, mais sur les horaires. On attaque aussi de plus en plus tard le matin. Moi, je le vois, je suis dans une boucherie. À Paris, certes, hein, mais on attaque à 7h30 le matin. Mmh. L'époque où on attaquait à 4, 5 heures est un peu révolue. Alors, en province, ça arrive encore. Je vois avec mes frères, notamment, ils attaquent plus tôt que moi. Par contre, on finit aussi relativement tard le soir parce que les Parisiens rentrent Oui. tard du boulot, donc on s'adapte aussi. Par contre, je veille à ce qu'on ait une très bonne pause le midi pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, le midi, je fonctionne à l'ancienne. La sieste est primordiale. Donc, je veille à ce que tout le monde fasse une sieste. Ah, c'est Et sympa ça. surtout, ah oui, et avant la sieste, on se fait un casse-croûte. OK. Donc, c'est-à-dire que le midi, on ferme la boutique. En général, c'est moi qui fais le repas. Et tous les gars que j'ai à la boutique, on mange ensemble. On prend le temps de bien manger. Si le repas est un peu plus soigné que d'habitude, on ouvre une quille de rouge parce que Oui, c'est quand même sympa. il y a un moment, il faut rester cohérent. Après, on a le temps de se faire une bonne sieste et on rattaque pour l'après-midi. Sur ça, je fonctionne peut-être un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai une boucherie qui a un mix entre l'adaptation complète à l'évolution de ma clientèle et des conditions de travail et des valeurs qui sont des valeurs communes à mon métier, qui sont vraiment des choses très traditionnelles, bien manger, profiter, prendre le temps. Et nous, le casse-croûte, c'est un moment un petit peu cérémonial. Moi, on peut me téléphoner pendant que je casse la croûte. Si je casse la croûte, je réponds pas au téléphone. Hein, j'ai rien à OK. foutre. Hein. Ah non, ouais. C'est la pause du midi, Ouais, il est priorité dans faut la pas vie. déconner. Donc, ça, pour le coup, c'est une journée qui est traditionnelle. Après, évidemment, il y a tout le côté travail Ouais. qui va se Et dérouler. les actions, les tâches, Voilà, c'est il y quoi a, exactement des du choses coup? qui sont très récurrentes. Effectivement, quand tu arrives le matin, bah, tu repars sur une boutique qui est à nu parce qu'en fait, tous les soirs, on démonte toute la vitrine. Donc, tu démarres, ta vitrine, elle est nue, elle est d'inox, elle est juste froide. Mmh. Donc, il faut remettre tous tes plats que tu as nettoyés la veille et tu ressors toute ta viande et tu vas la parer, la travailler, compléter éventuellement ce qui te manque et tu recharges ta vitrine. Ça, concrètement, c'est 2 heures tous les matins. Ouais. Donc, c'est 2 heures où, en réalité, tu fais un truc qui, faut être honnête, c'est un peu chiant. Après, c'est sympa de faire une jolie vitrine, mais c'est vrai que c'est très récurrent tous les jours. Après, tu finis tes premières commandes. En général, tu as toujours Madame Gérard qui veut un gigot, un machin. Donc, tu prépares tes premières commandes. Les premiers clients vont arriver relativement tard à Paris, un peu plus tôt en province, mais en général, ça bouge autour de 9 heures. Mais entre la fin de la vitrine et 9 heures, on fait en sorte tu vas dire que je parle que de ça, mais on recasse la croûte. On va se reprendre un petit café Ah bah, chaud. c'est une habitude. Ouais, bah, c'est une C'est bonne bien. habitude, c'est une bonne habitude. Et puis, bah, en fait, notamment l'hiver, quand il fait froid, le casse-croûte est important parce que je rappelle Mmh. que dans une boucherie, t'as pas un radiateur. Hein. Ouais, il fait combien? Il fait, Il fait la température qu'il fait dehors. Donc, quand dehors il fait 2 dans ta boucherie et toute la journée. Donc, tu te meules un peu quand même. Mmh. Hein. D'où l'intérêt Voilà. de manger quelque chose d'un Bah, peu lourd, pour que ça tienne au corps. c'est pas qu'on est des viandards plus que d'autres, mais on a un métier qui est quand même physique, engageant. Et puis surtout, quand tu travailles au froid, le midi, il faut que tu manges un truc chaud, sinon tu tiens pas. Mmh. On porte aussi des charges lourdes, moins qu'à l'époque de mon père, parce que maintenant on est quand même équipé de rails, de choses comme ça pour nous aider dans les manipulations des viandes. Mais c'est un métier qui est quand même un petit peu physique. Tu es debout, tu piétines, et toute la journée, tu vas travailler de la viande en même temps que tu sers des clients. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu alternes 2 choses en continu. Le travail technique sur ta pièce de viande, voilà, qu'est-ce que je fais à quel moment, et puis bah, répondre à l'attente client. Donc bonjour madame, qu'est-ce qu'il vous faut, le conseil qui va bien, bien emballer tes paquets. Et ça sur toute la journée. Donc ça fait quand même des bonnes journées. Et puis bah, ça fait des semaines qui sont 6 jours sur 7. Hein. Ouais. Du mardi au dimanche. On est ouvert le dimanche. Hein. Et vous arrivez à prendre un peu des vacances? Alors on prend des vacances. Moi dans ma boucherie maintenant j'ai fait quelque chose qui me tranquillise beaucoup. On ferme tout le mois d'août. D'accord. Un mois complet où on ferme. Le fait qu'on ferme, ça évite qu'on ait une emmerde. Parce que si tu fais du roulement de personnel, Ah, c'est un peu plus compliqué à gérer, bien c'est sûr. très compliqué à gérer. Et puis quand ceux qui reviennent sont pas au courant de ce qui s'est passé et tout, tu leur Ouais, gâches un peu les vacances. Mmh. J'ai pas envie de ça. J'ai envie que tout le monde soit détente. Que ça soit moi ou mes gars, j'ai envie que voilà, ça soit bien. Et donc on prend des vacances. S'il y en a un qui est cramé pour une raison ou une autre ou qui a un problème, on lui libère du temps. C'est pas toujours simple. Je vais pas dire que je fonctionne comme si c'était mes gamins, mais
Oui, c'est un côté un peu familial, en Oui, fait. mais moi, c'est comme ça que je vois le truc, en fait. Mm. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pas une armada de boutiques, j'en ai pas 15. J'ai une boutique avec que des gars que j'aime bien, dont je suis fier. J'espère que eux sont aussi fiers de moi que moi je suis fier d'eux. Bah, J'imagine, j'espère. vu les conditions que tu mets Ouais, en bon, place. on essaye. Aujourd'hui, tu es suivi par presque 30 000 abonnés. Hmm. C'est énorme. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, surtout dans Paris où il y a quand même pas mal de concurrence, est-ce qu'une boucherie doit être présente sur les réseaux? Ça explose en ce moment. Il y a beaucoup de boucheries Bien sûr. je pense à la boucherie Castin. Il y a Oui, beaucoup oui, de oui, vidéos qui oui. sortent. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important pour un boucher qui se lance d'avoir une présence sur les réseaux sociaux ou pas? Alors, sur ça, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer. Et c'est rigolo parce que donc moi, j'ai des jeunes chez moi et puis bah, j'ai beaucoup d'apprentis ou des fois que je vois à l'école qui me remontent des vidéos de certains collègues. Les réseaux sociaux, effectivement, ça nous permet de faire une vitrine et de toucher tout le monde très vite. Après, il y a deux façons de le voir. Soit il y a une vraie démarche commerciale, auquel cas je le comprends, mais moi, c'est absolument pas mon but. Mm. Si on regarde ce que je fais sur les réseaux, c'est soit pédagogique, pour expliquer un peu un côté technique, une découpe de viande, un ficelage ou des choses comme ça, soit c'est presque de l'éducation, dans la mesure où je montre ce qu'est le métier de boucher à des gens qui n'y connaissent rien. Je vais aller au-delà de ça. On est un métier où on est en manque de main-d'œuvre, un petit peu en souffrance en ce moment. Moi, je suis convaincu qu'on a un super métier, hein. Oui, bah forcément. Mais moi, je le Ça sais. se transmet. Mais il faut le dire aux autres, il faut le montrer. Alors après, tu aimes ou tu aimes pas. Mais les réseaux sociaux te permettent d'expliquer l'envers du décor de ton métier, avec des choses sympas, moins sympas. Sur les réseaux sociaux, moi je fais une course de moto, il y a la course de moto, hein. Mm. Je montre juste qu'un artisan boucher, quel qu'il soit, eh bien, effectivement, il va faire une belle découpe d'agneau, il va servir un super client. Je peux mettre en photo un gâteau qu'un client m'a fait. Parce que c'est cool, c'est une relation qui est géniale avec un client. Il y a le baptême du gamin, il te ramène une part de gâteau, c'est cool. Je vais chez mon éleveur, évidemment, je vais mettre en photo la relation avec mon éleveur et les bêtes aussi, parce que pour le coup, bah, ce qui nous unit, c'est ça. Donc je trouve que c'est important, je trouve qu'on peut le faire de plein de façons différentes. Moi, le côté commercial m'amuse pas du tout, Oui. et, et je m'en fous parce que je dis pas que j'ai pas besoin d'argent, il en faut de l'argent, mais je dis que on n'est pas riche que d'argent. Et prendre du plaisir au quotidien dans ce qu'on fait n'a pas de prix. Et moi, je mise sur ça. Donc, je pense que oui, c'est important. Je pense qu'il faut surtout bien le faire. Il ne faut pas se forcer à faire quelque chose qui ne nous ressemble pas. La course aux followers, je m'en tamponne. Moi, je veux que ça se passe bien. Je fais attention à ce que je fais parce que j'aime bien que les photos soient belles. Ouais, et puis Voilà. ça donne un peu envie. Moi, souvent, je regarde tes stories où Ouais, tu vas faire un filetage ouais. d'un rôti, où tu vas découper une belle pièce de bœuf. Ça me donne envie. Je me dis, ah tiens, c'est vrai que j'ai envie d'aller à sa boutique acheter des produits, quoi. Bah, C'est, mais et l'idée, c'est ça. c'est pas commercial, mais Oui. juste en montrant avec passion Hum. ce que tu fais, je pense qu'effectivement, ça peut donner Mais envie. moi, je vais aller plus loin que ça. Je donnerai à un client qui n'est pas le mien l'envie, un client peut-être même qui va à le top du top, ça serait un mec qui mange que du McDo et qui, quand tu vois une vidéo, donne envie d'aller chez son artisan boucher. Même si c'est pas moi, je m'en fous. D'ailleurs, même au contraire, je serais hyper content de pouvoir aider des gars qui sont en province, peut-être dans des quartiers qui sont un peu compliqués des fois, commercialement parlant. Ben, s'il y a un client qui se rapproche un peu de son artisan boucher en ayant vu une vidéo, une explication, oh, mais moi, je suis refait, hein. Et du coup, pour les jeunes qui veulent se lancer un peu dans l'artisanat, dans la boucherie, Ouais. quels conseils tu leur donnerais? Alors, il y a deux questions. Hmm. Quels conseils tu leur donnerais? Et surtout, c'est quoi la chose essentielle que tu voudrais leur dire? En fait, alors c'est peut-être d'ailleurs le revers des réseaux sociaux, c'est que les réseaux peuvent nous laisser croire que tout est facile et tout est rapide. Donc quelqu'un qui veut se diriger dans un métier de l'artisanat, boucherie ou autre d'ailleurs, je l'encourage premièrement à aller voir l'artisan de son quartier. Mhm. Le bon artisan, le mec qui, tu vois qu'il est passionné, lui dire, discuter avec lui, ouvertement, cœur ouvert, parce que les artisans sont souvent des gens qui aiment leur métier en réalité, et ils vont très vite te remonter le côté positif, le côté négatif, parce qu'il y en a aussi, bien sûr. Voilà, sans détour. Et pas forcément se baser que sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vraiment aller chez ton artisan, discuter avec lui. Pas hésiter à dire, bah tiens, est-ce que je peux passer un moment avec vous? Manipuler un tout petit peu de viande ou autre chose. Ça, c'est quelque chose que je ferai. Et puis, évidemment, le conseil,
Bah, c'est d'être rigoureux, d'être patient. Les métiers de l'artisanat sont des métiers qui sont souvent engageants. C'est pour ça qu'en général, on a affaire à que des gens qui l'aiment. Parce que ça demande quand même un peu Bah, voilà. de soi. Mais comme d'ailleurs beaucoup d'autres métiers, hein. Moi qui vois beaucoup de jeunes, des fois même très très jeunes, qui s'intéressent à la boucherie, moi j'ai reçu cette année, pendant ses vacances scolaires, un gamin qui a 14 ans. Ok. Ah oui. Le mec, il est dans le Nord, toutes les vacances scolaires, il a passé 3 4 jours à la maison. Ah ouais. Ses parents sont pas du tout de l'artisanat. Le gamin, il est passionné par la boucherie. Son père m'a appelé un jour à des portes ouvertes à l'école de la boucherie où on s'est rencontrés. Il m'a dit voilà, bah, depuis qu'on a fait les portes ouvertes, il nous parle que de boucherie, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je dis, Du coup, il y a des écoles de boucherie qui oui. existent. En fait, on a d'ailleurs une très belle école à Paris qui s'appelle l'EPB, l'École professionnelle de la boucherie de Paris, qui est un CFA monométier. On fait que des bouchers. On a une équipe de formateurs pédagogiques exceptionnelle. Le président est un collègue qui est meilleur ouvrier de France aussi. C'est une école hyper technique où on y forme des CAP et des BP, donc le brevet professionnel. À la même adresse, on a une autre école qui est l'ENSMV, l'École nationale supérieure des métiers de la viande, qui est une école qui a été créée par les artisans bouchers pour les artisans bouchers, D'accord. où on va faire ce qu'on appelle du CQP. Donc les CQP, c'est plutôt un diplôme qui est dédié à reconversion professionnelle, qui se passe en une petite année. On y forme aussi des brevets professionnels qui viennent de la France entière. Et puis on fait surtout du perfectionnement. Moi, j'y ai notamment fait des stages pour devenir MOF. En France, à l'heure actuelle, si on veut se former en boucherie, il y a zéro problème. Le tout, c'est de trouver le bon maître d'apprentissage. Les écoles, on les aura. D'ailleurs, on a fait la rénovation du CAP. On a refait un nouveau CAP. On est en train de refaire le BP pour qu'il corresponde aux besoins actuels. Et d'ailleurs, je fais partie du groupe de travail, donc c'est super. On fait ça au ministère de l'Éducation nationale. Alors, c'est un peu plus compliqué de travailler avec des gens qui sont au ministère de l'Éducation nationale. Oui. Quand tu es artisan, c'est un peu le choc des Ouais. cultures, hein. Ça, je viens de croire. Il y a des conversations, des fois, c'est un peu compliqué, mais c'est hyper intéressant. Donc, à l'heure actuelle, n'importe qui s'intéresse au métier de l'artisanat, premier truc qu'il faut faire, rapprochez-vous de votre artisan, boucher du quartier, prenez des infos, vous verrez, il y aura forcément un CFA qui vous accueillera. Il faut se former, mais trouver le bon maître d'apprentissage. Ça peut prendre du temps, hein. Parce qu'en fait, tu peux être le meilleur maître d'apprentissage du monde. Mais si l'apprenti n'a pas envie d'apprendre, t'en fais rien. Et l'inverse arrive aussi. Alors sur un sujet un peu différent, aujourd'hui dans notre société, il y a quand même de plus en plus de mouvances un peu véganes, Ouais. anti-viande, Anti-viande, ouais, anti-viandard ouais. aussi surtout, Hmm. et qui mettent en avant le côté, on tue les animaux, il y a de la violence animale. Hmm. Aujourd'hui, on peut se nourrir autrement. Toi, en tant que défenseur de la boucherie, qu'est-ce que tu répondrais à ces arguments? Très honnêtement, le mouvement vegan, je vais le dire comme je le pense, je m'en fous, mais complètement, quoi. Ah, je m'en tamponne. Tu manges de la viande ou t'en manges pas, c'est pas le sujet. La seule chose qui, moi, m'importe, c'est quand t'en manges de la bonne. Ça, pour moi, c'est le plus important du monde. Tu en manges pas, c'est un choix. Là où je trouve ça peut-être un petit peu con, c'est quand t'en manges pas et qu'il faut que tu complètes parce que tu as des carences, donc tu es obligé de bouffer des pilules, donc tu encourages une industrie pharmaceutique, ou tu es obligé de manger une production végétale artificielle, bah, pas artificielle mais industrielle, pour compenser tes carences que tu pourrais avoir avec de la viande. Bon, là, pour le coup, je trouve ça moyen, mais ça n'engage que moi. Je pense qu'on est, à l'heure actuelle, une société où il faut qu'on se respecte les uns et les autres. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, il n'y a pas de sujet. Après, on dit qu'il y a de plus en plus de véganes. Non, je pense qu'ils font de plus en plus de bruit. Si on regarde bien les chiffres, en fait, c'est 1 ou 2% de la population et ça fait 10 ans que ça dure. C'est pas très grave. Par contre, il y a un truc qui est hyper cool. J'ai commencé mon propos par te dire, mais chacun fait ce qu'il veut. Le tout, c'est quand t'en manges de la bonne. Et ben moi, je suis forcé de constater qu'on a de plus en plus de gens qui font attention à celles qui mangent. Ce qui, moi, me va très bien. Puisque pour le coup, ça encourage une production bienveillante, artisanale, à taille humaine, française. Et ça, c'est génial. Moi, je me réjouis que de ça. Alors évidemment, il y aura toujours des industriels qui seront là, on aura toujours des viandes d'importation, il faudra toujours lutter contre. Moi, j'ai souvenir d'un moment extraordinaire pour une émission télé, pour pas le citer, c'était France 2 avec Envoyé spécial. On avait demandé de faire Vie ma vie avec une végane.
Donc, Ok. il y a une végane qui a passé 24 heures avec moi et moi, j'ai passé 24 heures avec elle. Ah bah, ça devait être cocasse. Ouais, ouais, j'ai 2-3 anecdotes un peu sympas, mais le temps de l'émission va pas suffire là. Mais il y a notamment un moment où cette végane, je l'emmène chez Thierry Lamourou, D'accord. qui est mon éleveur fétiche, clairement. Et cette végane, en plus, elle est adorable parce qu'au bout d'un moment, elle s'adoucit parce qu'elle me jette à la gueule des chiffres de production mondiale, de production intensive. Mais moi, qui ne me concerne pas. Moi, toutes les bêtes sont élevées à l'herbe, je les choisis une par une. J'en abats une, quand j'en ai plus, j'en fais abattre une autre. J'en jette pas, j'utilise tout. Je suis juste au bout d'un moment en train de lui dire, mais ce que tu reproches, là, ce que t'aimes pas, moi non plus, je l'aime pas, en fait. Mais par contre, je vais te montrer quelqu'un qui fait des trucs top. Et au bout d'un moment, on arrive chez Thierry, et en fait, au bout de 5 minutes, on discute, on est au milieu des champs, et une bête, ça reste assez curieux. Donc même si au début, c'est un peu peur, bah, au bout d'un moment, on discute. Ouais, Et les c'est animaux génial parce viennent, que on est au milieu du champ. Tu as la végane, Thierry, moi, la journaliste, le caméraman, le preneur de son. Et puis finalement, au bout d'un moment, les vaches arrivent et nous encerclent. Et en fait, c'est drôle parce que les vaches, elles sont curieuses et tout. Puis elles voient que elles sont bien, les bêtes, en fait. Alors, effectivement, à un moment, je vais en faire abattre une. Et c'est là où elle débraille. Mais je le comprends, ça. Mais moi, je vais la valoriser. Et sans moi, pour le coup, elle ne serait pas valorisée. Elle ne serait pas élevée aussi bien, cette bête. Et il ne faut pas oublier un truc. C'est qu'avec cette bête, moi, je nourris 3000 personnes. Va trouver une production aussi saine qu'une vache qui mange de l'herbe pour faire de la protéine. Ça Ouais, n'existe pas. Et au bout d'un moment, quand tu dis ça, tu as tout dit. Et le lendemain, bah, on va chez Karine. Elle s'appelle Karine, elle est adorable d'ailleurs. Et on passe un moment ensemble. Bon, bah, je mange vegan. Bon, je te cache pas que manger vegan, Oui, c'est pas forcément ton truc. non, c'est pas mon cheval de bataille. Voilà, mais j'ai mangé vegan, quoi. Ouais. Mais elle, quand elle a mangé chez moi, à la boucherie, j'y ai fait un risotto de céleri. J'ai fait un repas vegan. Toi, je suis pas fermé. Donc, Oui, dans et une puis on boucherie, va j'ai fait un pas. repas vegan. Voilà, Oui, je suis pas mort, ça va. Bon, je te cache pas que j'ai préféré mon bourguignon, mais bon. Oui, j'imagine que le soir, ça a dû compenser Ouais, un c'est peu. ça. Aujourd'hui, il y a aussi une mouvance dans les boucheries de faire de la viande maturée. Ouais. Est-ce que toi, tu en fais et est-ce que tu trouves que ça a une vraie plus-value? Est-ce que ça vaut le coup Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça, c'est un sujet, c'est un vrai sujet, en fait. Tu vois, je vais commencer par remettre un peu l'église au centre du village. Mon père, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois mon père a 83 ans, je crois. Il a démarré la boucherie dans les années 50. Ça s'est toujours fait, en fait. À l'époque, on appelait ça faire rassir la viande. Alors là, sur les réseaux sociaux, tu as toujours un expert de mon cul qui sort de je sais pas d'où, qui nous emmerde. Ah non, mais ça... Alors là, c'est pas dans une chambre à maturation, mais moi, ça me gonfle, en fait. La maturation, c'est très simple. C'est l'art de rien faire, mais il faut bien le faire. Ah oui. C'est-à-dire que c'est techniquement, et je schématise très simplement, c'est des enzymes qui déstructurent la protéine. D'accord. Ça arrive dès que la rigidité cadavérique agit, ça arrive naturellement sur toutes les espèces, mais il faut bien le faire. Il faut le faire dans un froid, évidemment, très ventilé. C'est important parce qu'il faut qu'on assèche nos viandes. L'hydrométrie contrôlée, bien sûr, hyper important. Et que ça soit fait dans une cave à maturation à 10 000 balles, dans une chambre froide, qui est la chambre froide de ton grand-père, mais qui a le bon taux d'hydrométrie, la bonne ventilation, on s'en fout. Il y en a qui l'utilisent et qui font clairement de la com dessus pour vendre ça plus cher. Moi, je ne comprends pas. Mais à l'époque de mon père, c'était une normalité. Tu voulais faire de la bonne viande, t'abattais ta bête, tu la laissais rassir gentiment, quelques semaines, 15 jours, 3 semaines, un peu moins, un peu plus, suivant ta clientèle et suivant le prix que tu veux vendre, parce que plus tu fais rassir, ou maturer, hein, Plus ça coûte cher. plus tu enlèves de l'eau. Donc évidemment, ça coûte plus cher. Ouais. Tu enlèves du poids, donc ça coûte plus cher. Il y a un équilibre économique à un moment à trouver. Donc c'est pour ça que la viande maturée coûte plus cher. Moi, j'en fais. Je communique pas dessus parce que je considère que c'est normal. C'est-à-dire que moi, dans ma boucherie, hein, mais je ne dis pas que j'ai la science infuse et que c'est la solution miracle. Je suis là pour offrir le kiff à un client. Le kiff, en théorie, ça va être le mien. À moins que je tombe sur un client qui est plus professionnel que moi, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu. Moi, je m'arrête quand je pense que la bête est au top. Ni trop, ni trop peu. Parce que la maturation, il y a un moment, tu vas tellement loin que tu vas enlever tellement d'eau que tu enlèves de la jutosité. Donc, c'est une connerie. D'accord. Donc, suivant les bêtes, il faut trouver le bon rapport. Donc, il n'y a pas de science exacte. C'est pas 15 jours, c'est pas un mois, c'est pas un mois et demi, c'est pas 2 mois. En fait, de dire, ah bah ça a été maturé 60 jours, du coup ça va être très bon, ça c'est une connerie. C'est une connerie. Mm. Ça dépend de ta bête. Ça peut peut-être être le cas. Si ta bête est hyper grasse, manger à l'herbe, qu'elle ne rend pas d'eau, qu'elle est faite dans les bonnes conditions, très bien. Mais si c'est pas le cas, c'est une connerie. Donc, encore une fois, ça, il faut être un petit peu vigilant à ça.
Et c'est pas parce que c'est maturé que c'est forcément meilleur. Je schématise toujours ça comme ça, des fois aux jeunes, parce que je donne beaucoup de cours dans les écoles de cuisine. Et en fait, les mecs, ils me parlent beaucoup de maturation. Mais c'est comme si, en clair, tu rêvais d'avoir une Ferrari, mais tu as une 2 chevaux. Tu n'as pas les moyens d'avoir une Ferrari. Bon, tu as une 2 chevaux. Mais tu mets des jantes de Ferrari sur ta 2 chevaux. Tu as toujours une 2 chevaux, en fait. Ouais. Donc la maturation, si ta viande de base, elle n'est pas bonne, tu peux la faire maturer si tu veux, mais ça reste moyen. Donc, le choix de la viande de base, il est primordial. C'est plus important que la maturation. Est-ce que tu as un souvenir, la meilleure viande que tu aies mangée de ta vie? Est-ce que tu as un souvenir un peu fort de dire waouh, ça c'était exceptionnel? C'est assez rigolo parce qu'en fait, les souvenirs de bonne viande, je les ai autant sur la pièce que sur le moment qui va avec. Parce qu'en fait, une bonne viande, ça se fait que en partage. Je connais personne qui va se faire une pièce de ouf et qui va se la manger tout seul. Alors, ça arrive, mais tu vois, c'est un steak, c'est une bonne bavette, c'est un moment plaisir dans ta journée. Mon client type qui vient à la maison, alors c'est plutôt souvent les hommes, faut être honnête. Le mec qui vient à la maison, qui rêve de sa côte de bœuf, eh bien, il rêve de sa côte de bœuf, mais il va tout de suite nous parler du moment de convivialité qui va aller avec. Partager ça avec des amis. Exactement, les potes qui vont venir et tel pote qui va aller chez tel caviste. Tu vois, Xavier Tuzac que tu as reçu, qui est un copain qui est MOF sommelier, qui est extraordinaire. Bien sûr. Moi, je lui envoie des clients, je dis allez chez Xavier, il va vous trouver la quille qui va avec à un niveau de dingue. Il dit ah ouais, super, pareil chez le fromager, etc. La viande est le prétexte pour le bon moment ou crée plutôt le bon moment. Des souvenirs, j'en ai un paquet, mais c'est toujours lié à un moment en famille ou des fois que à deux, tu vois. Par exemple, Monica, qui est ma chef de boutique, quand elle gagne un concours, on organise un bon casse-croûte. Quand je dis un bon casse-croûte, chez moi, c'est pas un casse-croûte sur le coin du BO, c'est un vrai repas. Ouais, c'est un repas en général, ça blague pas copieux. d'ailleurs. Et tu vois, voilà, j'ai en tête un petit quasi de veau notamment qu'on avait fait tout simplement au sautoir avec un petit peu d'estragon. Je me souviens autant de ce quasi de veau que de pourquoi on l'avait fait. Et du moment qu'elle est avec. Je crois même qu'on avait ouvert un château neuf, il me semble, avec. Pour moi, l'important, il est là. Est-ce que tu as été influencé, peut-être plus jeune, alors par ta famille, certes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, meilleurs ouvriers de France, qui t'ont influencé, ou tu t'es dit, j'aimerais bien être comme eux plus tard? Oui. J'ai souvenir tout au long de mon parcours. Alors déjà, un truc tout con, mais il faut savoir une chose, c'est que le MAF, le meilleur apprenti de France, donc ça, c'est un système d'élimination. Il faut être le meilleur du département, après le meilleur de la région, et après, il faut être le meilleur au niveau national. Quand tu arrives en finale, moi, j'ai souvenir que ma finale MAF était à Orléans, et les sujets, tu ne les connais pas. Donc, tu retournes la feuille, tu as ton sujet, et tu démarres 10 minutes après. Ça peut être quoi comme sujet, par exemple? Alors, il y a forcément des carcasses à travailler. Alors, pas forcément des carcasses complètes, parce que ça reste au niveau d'apprenti. Mais tu as forcément une cuisse de bœuf au moins, ou une épaule de bœuf. Tu as forcément une pièce de veau, donc une cuisse de veau ou une épaule de veau. Et sur de l'agneau, tu peux avoir une pièce comme technique, comme l'épaule ou le gigot. Et ça, c'est des pièces qui sont brutes, qu'il faut complètement désosser, parer, suivant une destination culinaire. Parce que la boucherie est au service d'un produit. Nous, notre travail, il est l'idée de sortir une pièce qui va être cuite. Donc, notre résultat, tout le monde en aura vraiment conscience que quand ils vont le manger, bon, nous, à force d'expérience, tu sais exactement ce que ça va donner, même quand c'est cru. Mais tu dois désosser, parer, ficeler, présenter et surtout décorer. On décore aussi nos viandes pour les mettre en avant. Et en plus, c'est pour le coup, on les décore souvent avec du végétal d'ailleurs. On fait des accords qui sont relativement logiques. Et c'est une épreuve qui dure sur au moins une journée. Et en fait, moi, j'ai le souvenir qu'à l'ouverture du sujet, tu sais, on fait rentrer les jurés et que j'avais au moins 6 ou 7 mofs en face de moi, tu vois. Oui, ça impressionne un peu. Ouais, et puis on est sur une époque où les réseaux sociaux, il n'y en a quasiment pas. Un mof, tu sais ce que c'est, mais tu les connais pas, les mecs. Ils arrivent tous là-dedans. Tu fais, wow, putain, c'est le délire. Ouais. Et ça en impose un peu. Et j'ai toujours vu énormément de bienveillance sur tous les mofs que j'ai croisés avant de l'être. C'est des gens qui ont toujours eu vocation à m'élever, à m'aider, des fois même me rebooster un peu, sans jamais beaucoup de véhémence, mais en me disant, voilà, écoute, vas-y, avance là, passe à autre chose maintenant. Et c'était que des meilleurs ouvriers de France boucherie ou il y avait sur Alors, que boucherie, et il y avait aussi des formateurs et des professionnels qui n'étaient pas meilleurs ouvriers de France. Et c'est rigolo parce que maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, je me rends compte que souvent les meilleurs ouvriers de France notent plus cool que ceux qui ne le sont pas. Ah oui. C'est rigolo. Ouais. Mais pour une raison très simple, c'est qu'on se rappelle aussi qu'on en a chié pour passer le concours. Donc, en général, on est plus compréhensif parce qu'il y a du stress, des machins. Donc, on comprend peut-être plus de choses. Et en fait, des gens qui m'ont un petit peu animé, oui, j'ai Michel Drouillet qui était mon président de jury à l'époque, que je croise toujours. Oui, c'est quelqu'un qui, quand j'ai été champion d'Europe, et tu vois, pour le coup, j'ai rangé mon bureau la semaine dernière,
J'ai été champion d'Europe. Il m'a écrit une lettre, d'ailleurs une lettre manuscrite, qui se fait quasiment plus, de remerciement pour avoir porté les valeurs de la France au niveau européen et en me souhaitant de continuer dans mon parcours et peut-être d'accéder au titre de meilleur ouvrier de France. C'est une lettre hyper bienveillante envoyée à un gamin qui a, à cette époque-là, j'ai 20 ans peut-être. Ouais. Ah, c'est génial. Oui, c'est vrai que Et c'est des gars qui motive. sont inspirants, il ne faut pas oublier ça. Dans les nouvelles générations, on a tendance à peut-être commercialiser plus le titre, peut-être au détriment de certaines valeurs. Ce que tu dis là, ça renvoie à une image un peu différente du cliché qu'on peut bah, avoir, bien sûr. des bouchers un peu rustres. Bon, il y a aussi le fait que le boucher, il aime bien des fois apparaître pour le rustre un petit peu. On en joue des fois un peu. Bon, on a quelques bûcherons parmi Oui, nos bah, rangs, faut être forcément, honnête. bien sûr. Mais objectivement, les bouchers, c'est tous des gens qui sont... ils aiment la simplicité, la convivialité, les bons moments. On se nourrit de choses relativement simples, tous autant qu'on est. On aime l'humain avant tout. Et pourquoi ? Parce que en fait, la viande, c'est toujours un bon moment, quoi. C'est convivial, c'est sympa, c'est un moment de rassemblement. Quand tu travailles avec tes gars au niveau de la viande, en plus, dans toute la filière, je parle aussi bien des grossistes, etc. Mais c'est des gars, ça rigole, ça blague. Moi, je vois avec mon frère qui fait les marchés. Mon frère est une locomotive sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'il déconne, il est jovial. Alors, c'est dans sa personnalité aussi, mais parce que le boucher est le commerçant qui est un peu emblématique. Tu vas chez ton boucher, d'ailleurs. En général, tu as rarement 25 bouchers. Oui, Tu as c'est ton boucher que tu connais, qui te fait confiance, et réciproquement d'ailleurs, parce que la confiance, ça va dans les deux sens. Et moi, j'ai les clients, ils me disent bonjour, tiens, j'aimerais un rôti de veau. Ah, j'ai attends, alors, je t'explique. Là, j'ai un truc de ouf. C'est du bœuf. Bon, ça change la cuisson, mais c'est pas grave, c'est top. Bon, le mec, il change sa recette et puis il me fait du bœuf. Ah. Ça doit être quelque chose, les réunions familiales. Ouais. Ça doit être sympa. Et j'ai des neveux qui sont pâtissiers et boulangers. Ah ouais, bah c'est Ouais, top, ouais. Alors, j'ai aussi un neveu qui travaille avec mon frère Sébastien, qui vient de passer son brevet professionnel là, d'ailleurs, cette année. Donc, on a la 3e génération qui arrive. Et puis, j'ai 2 autres neveux, un qui est boulanger, un qui est pâtissier. Donc, normalement, les réunions de famille, ça se passe plutôt bien, ouais. Il n'y a pas trop de poissons, par contre. Oui, dommage. C'est sympa le poisson aussi. Oui, bien sûr. C'est pas trop ton truc non plus. Non, mais alors, blague à part, je suis gourmand. Donc, quand je vois quelqu'un qui se régale avec un poisson, un plateau de fruits de mer et tout, ça me donne envie. Mais moi, je m'emmerde en fait. C'est pas bien ce que je veux dire parce que je sais que c'est bon, je vois bien, c'est bon, oui, c'est bon. Bon, voilà. L'autre jour, j'ai un collègue qui est mof poissonnier, Damien Lejeune, il est rue Le Courbe, et il me passe une commande de viande. Et sa femme vient chercher la commande, et au moment où elle vient chercher la commande, elle me dit tiens, on va faire un troc. Tu me files ta viande et moi je te fais un bar. Un bar de ligne ouvert en portefeuille et tout. Je dis allez, vas-y, on fait un bar. Donc, elle m'explique comment le faire rôtir au four avec des citrons et des herbes fines dedans et tout, voilà. Bon. Et on mange ça le dimanche midi avec l'équipe. Mais dans le doute, je fais un travers de porc confit. Au cas où. Voilà. Et heureusement, parce que, en fait, j'ai adoré le bar, bien sûr. On avait prévu un petit blanc qui allait avec et tout, c'était super. Bon. Il n'y avait pas assez. Ouais, il manquait un truc, quoi. Voilà. Alors après, je pense que c'est lié aussi évidemment à une habitude. Et je pense, encore une fois, c'est aussi lié. En boucherie, on a une activité physique qui est quand même là. Donc, il y a un moment, il faut quand même une dose de protéines. Après, le poisson, oui, bien sûr, c'est gourmand, c'est sympa. Bon, tu as accompli pas mal de choses, du coup, dans ta carrière. Tu as même écrit un livre. Oui. C'est quoi ton prochain rêve ou ton prochain projet ? J'ai un truc que j'aimerais beaucoup faire, mais ça demande beaucoup de temps et d'investissement pour le coup, mais qui est extérieur un peu à ça. Je vais essayer de le schématiser très simplement. Après le MOF, je t'ai dit que j'ai fait un petit coup de déprime. Et à un moment, mon frère Sébastien m'appelle, donc qui est mon 2e frère, qui fait les marchés. Il me dit, écoute Romain, tu sais quoi ? Je fais le rallye du Maroc, qui est un rallye moto, donc qui est un rallye physique, d'endurance, clairement. Viens, tu verras que tu vas en chier tellement que ça va te reposer les choses. Et donc, je m'en manche à aller au Maroc. Donc, moi, ça faisait 10 ans que j'avais arrêté la moto parce que je m'étais installé, que j'avais donc plus d'argent, donc vendu les motos. D'accord. Et je m'en manche à faire ce rallye avec mon frère et sans aucun entraînement et sans aucun équipement. Donc, et pour le coup, j'ai toujours pas de thunes. Donc, je loue une moto, je rachète un équipement. Et en fait, je me retrouve à être en PLS complètement dès la première étape. La première étape est une étape de 500 km, je crois. Je me perds dans le désert, je manque de tomber en panne d'essence. Ah ouais. Et je vis une galère, mais dès le premier jour. Et en plus, j'ai pas d'entraînement physique, donc je suis cramé, j'ai des ampoules partout, voilà. Et en fait, la course dure 5 jours. Et je termine quand même ces 5 jours. Je me prends une tôle, je me pète les côtes. Ah ouais. En fait, c'est un truc de maso. Et justement, c'est ce que j'ai dit à mon frère. J'ai dit, t'es complètement con. Je suis en train de te dire, je m'emmerde à la boutique. Et toi, tu veux qu'on aille s'emmerder dans le désert, voilà. Il me dit, tu verras, ça te fera du bien. Ah bah ça t'a fait du bien du coup. Et, là, et effectivement, parce que ça remet l'église au centre du village, c'est-à-dire que ça remet des réalités qui
qui sont là. Tu vois aussi une population, tu vois des gamins. Je me suis arrêté dans un village où il n'y a rien. Tu vois un gamin, le kiff, c'est mettre un coup d'accélérateur, un coup de poignée de gaz sur ta moto, il est refait. Tu vois des choses qui sont plus simples. Et en fait, pour le coup, il y a le côté sportif et il y a le côté des paysans. Et en fait, depuis gamin, je regarde le Dakar comme un môme. Et je rêverais de pouvoir faire le Dakar. Malheureusement, au moment où je m'y suis préparé, j'ai refait une course pour le coup. Parce que maintenant, on ne peut plus s'inscrire au Dakar comme ça. On est obligé de faire une manche de qualification, une manche du championnat du monde des rallyes. D'accord. Et donc, j'en fais une. Sauf que je prends une pelle top et je fais un trauma crânien. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que pour le coup, comme je me rappelle de rien, je n'ai pas peur de refaire de la moto, donc c'est cool. Mais toujours est-il que mon rêve de Dakar, à ce moment-là, s'est mis un petit peu en stand-by. Et qu'à l'heure actuelle, il faut trouver le temps pour le faire et aussi de l'argent parce qu'un Dakar coûte très cher. Et un entraînement physique qui est hors du commun. Parce qu'un Dakar, c'est 15 jours. Faut les tenir, les 15 voilà, jours, puis tu fais un truc comme 8000 km, donc il faut quand même se les taper. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui m'anime beaucoup. Mais ça, c'est le plan plus perso et côté vraiment abnégation. Tu sais, tu dois vraiment aller jusqu'au bout du truc et c'est le mental qui t'emmène, pas le physique. Et je trouve que le côté dépassement de soi, il est exceptionnel. Et tu l'as dans ce sport-là. Après, sur un point de vue plus pro, il y a quelque chose qui m'anime énormément, c'est la transmission, parce que c'est la base de mon métier. Et j'aime beaucoup voir mes nouveaux ou mes anciens collaborateurs évoluer dans leur vie et pouvoir participer un petit peu à leur évolution et leur formation. C'est quelque chose qui est sympa. Notamment ma chef. Ma chef, ça fait 7 ou 8 ans maintenant qu'elle travaille avec moi. J'ai pu la préparer à certains concours, qu'elle a pour la plupart remporté d'ailleurs. Et puis, j'ai un deuxième livre qui est dans les dossiers, qui est en train de se peaufiner un petit peu. Je ne le ferai pas du tout comme le premier, parce que le premier, j'ai mis 3 ans et demi à le faire. Ah oui, sacré boulot. Oui, parce que j'ai fait ça en même temps que j'avais la boutique. Et pour le coup, quand j'avais beaucoup moins de personnel, en fait, j'ai fait ça à chaque fois que j'ai fait ça avec la maison Hachette, donc le chêne chez Hachette. Et en fait, les mecs, ils m'appelaient pour me mettre des coups de pression de ouf parce que j'avançais pas, mais parce que j'avais des galères sans arrêt à la boutique. Donc, tu bossais que dans l'urgence. Ouais, donc là, l'idée, c'est de faire différemment. Exactement. Donc là, j'ai mon idée. Je vais le faire. Et après, on verra pour la production. Mais je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs comme je l'ai fait pour le premier. Et voilà. Donc, il y a pas mal de projets sur différents plans. Donc, c'est plutôt cool. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi. Une toute dernière question. Comme tu as pu le voir, là, l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment d'être sur la transmission de l'artisanat et du patrimoine culinaire français. Qui est-ce que tu verrais à ce micro pour une prochaine interview ? Alors, tu as fait Sonia Bichet en poissonnerie, mais il y a Arnaud Vandamme qui est un peu son mentor, qui est exceptionnel. Arnaud est un amour. Mais on a aussi la chance d'avoir des mofs charcutiers qui sont fabuleux. Alors, c'est rigolo parce qu'il y en a 3 qui me viennent très, très vite, mais qui sont 3 différents. On a Arnaud Nicolas, qui est plus axé d'ailleurs en cuisine, mais qui est quelqu'un qui est extrêmement fin, qui a une très belle vision de la charcuterie. On a Gaël Radigon, qui travaille pour la Maison Véro, qui est super. Et d'ailleurs, son fils est apprenti chez mon frère en boucherie. C'est rigolo. Et puis, on a Pascal Joly. Et je pense que, sincèrement, tu passerais un moment avec Pascal Joly. Tu vas te régaler et tu vas régaler tous les gens qui t'écouteront parce que Pascal est quelqu'un qui est très inspirant. Il a des valeurs fortes. Vraiment. Donc Pascal Joly, je pense. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. J'espère que tu en auras beaucoup appris sur la boucherie et que ça te donnera donné envie de t'intéresser au sujet. Si tu veux retrouver Romain Leboeuf et ses produits, n'hésite pas, je te mets l'adresse de sa boucherie en description et à très vite. Merci. Pour la prochaine interview, on part dans l'univers du vin avec une véritable référence, Fabrice Sommier, meilleur ouvrier de France et président de l'Union de la sommellerie française. En attendant, je t'invite à découvrir mes autres interviews, à t'abonner pour soutenir le projet et à me dire en commentaire quelle personnalité tu aimerais voir passer devant ma caméra.